Salut, je suis Xavier Coiffard et je vous présente Génération Remote, un podcast qui explore une nouvelle façon de travailler. L'idée c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut travailler autrement. Dans ce podcast on parle de télétravail, de digital nomade et de comment se créer son propre mode de vie dans un monde de plus en plus numérique. Je vous propose d'explorer ces différents univers sans filtre avec des personnes qui vivent au quotidien. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous. Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Guillaume Labouret sur Génération Remote. Guillaume est un développeur avec une vingtaine d'années d'expérience qui a beaucoup réfléchi à tout ce qui était méthode de travail, productivité et comment garder sa motivation au fur et à mesure des années et des jours qui passent, que ce soit en remote ou pas en remote. Donc je suis très content de t'accueillir Guillaume, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Ouais, bien sûr. Bonjour. Moi, je suis très heureux aussi je suis très heureux d'être avec toi pour cet épisode. Moi, je suis actuellement développeur spécialisé en technologie Apple. C'est ma spécialité, mon activité principale. Effectivement, ça fait un peu plus d'une vingtaine d'années que je fais du développement et que j'exerce dans les métiers de l'informatique, avec un cursus relativement classique. J'étais pas particulièrement brillant à l'école. J'ai réussi à me traîner à peu près jusqu'au bac pour pouvoir avoir une formation classique. Je suis passé par un BTS, ensuite j'ai fait un bac plus 5, avec beaucoup de contacts en entreprise assez tôt, dès le début de mon cursus, et qui ont développé ce goût et cet appétit pour les technologies numériques utilisées dans l'entreprise. Une petite question hors sujet, mais c'est un bac plus 5 en informatique que tu as passé ? Est-ce que c'était important parce qu'on a l'impression que ça devient de moins en moins important de passer des diplômes, pas forcément en France, peut-être ailleurs. Mais toi, c'était vraiment informatique ? Bah ouais, parce qu'on était on était un peu avant les années 2000, et c'est vrai que ça semblait, en tout cas sur tous les contacts que je pouvais avoir dans mon entourage dans ce métier-là, être une solution confortable et une facilité pour trouver des métiers, des jobs intéressants dans la branche de l'informatique. On m'a un peu présenté ça comme la voie royale. Alors moi, c'était une voie semi-royale puisque c'est pas un vrai diplôme d'ingénieur, c'est un bac plus 5. Je suis pas vraiment ingénieur en informatique, mais déjà, tu vois, à l'époque, mon premier véritable emploi, mon premier CDI, ça a été pour Thales, c'était Thomson CSF à l'époque, qui s'appelle maintenant Thales, la branche communication. Et après mon cursus, donc sur mon premier boulot, j'ai pas été embauché en tant qu'ingénieur informatique, mais en tant que cadre informatique, parce que j'avais pas un vrai diplôme d'ingénieur. Donc tu vois que certaines boîtes à cette époque-là étaient sensibles à ça. Je pense que c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup moins aujourd'hui. Il y a peut-être encore quelques vieilles industries qui sont encore assez regardantes sur, industrie, ou forcément aussi l'administration, qui sont regardants sur sur le type et le niveau de formation de leurs candidats, mais c'est effectivement de moins en moins vrai, je pense. En tout cas, j'ai toujours eu plaisir à travailler avec des gens, et souvent beaucoup plus de plaisir à travailler en informatique autour de projets avec des gens qui se sont auto-formés ou qui avaient un faible bagage universitaire ou de formation, et ça donnait souvent des très très bons résultats avec un regard un peu différent et beaucoup plus intéressant. Et est-ce que t'as eu pendant ton parcours des périodes de régie donc régie, ça veut dire assis sur une chaise payé à la journée, et forfait, tu viens avec un devis et t'es payé au devis. Est-ce que t'as eu aussi dans ton expérience des moments où t'étais en régie mais en remote, ou c'était plus rare? Alors oui, c'est beaucoup plus, comme beaucoup d'entre nous en fait, ces derniers temps, par la crise Covid, certains l'ont découvert, d'autres l'ont mal vécu, d'autres l'ont adoré, et certains le réclamaient en tout cas. Et donc on a tous été confrontés à ce travail en remote. Donc oui, forcément, depuis un peu plus d'un an, je suis principalement en remote. Ça fait sur 3 clients que je fais, en tout cas le dernier client, je travaillais pour le Lien Group jusqu'au début 2021. Donc avec un bon paquet de mois en remote avec eux. Remote alterné quand même, hein. C'est une entreprise assez traditionnelle, qui est encore détenue par l'État, donc avec des habitudes et une culture du management qui était Ça veut dire française, que assez administrative. t'avais un jour par semaine sur place ou un truc comme ça? C'est ça. Il y avait un jour d'imposé, en fait. Enfin, imposé. Les équipes se coordonnaient, mais on essayait de venir un jour par semaine. Ouais.
systématiquement. Ça a fait du bien à certains membres de l'équipe. Et curieusement, en fait, on était très nombreux dans l'équipe à réclamer quelques jours de télétravail par semaine, au moins une journée, voire 2 jours de télétravail par semaine. Le management bloqué et la culture d'entreprise. Après, je comprends aussi, hein, c'est une industrie. Hein, ils fabriquent, c'est aussi un site de production sur lequel j'intervenais. Donc, on avait des cultures et des contrats de travail qui étaient complètement différents. Mais même dans l'informatique, pour pas faire de différence, ils freinaient des cas de fer pour pas nous laisser partir en remote, ne serait-ce qu'une journée par semaine. Donc, on était très nombreux dans cette équipe-là à demander d'avoir ces jours. Quand on a dû le subir d'une certaine manière, enfin subir de force, pour certains en tout cas, quand ça a été imposé par l'État, par cette crise Covid, curieusement, certains l'ont mal vécu. Donc, alors moi, je l'ai bien vécu et ça a été, au contraire, c'était même un très bon moment dans ma vie. Mais d'autres, et pas forcément les plus âgés, en fait, des jeunes membres de l'équipe qui avaient une vie sociale limitée par la crise Covid et qui se retrouvaient du jour au lendemain alors qu'ils ne faisaient que de la régie en remote. C'était pas simplifié, ils étaient isolés effectivement et socialement, c'était un peu difficile pour eux. Donc c'était beaucoup moins rose que ce qu'ils imaginaient. Bah du coup ça. Donc voilà, c'était il y a ça m'étonne pas. En fait, on en parle souvent dans les épisodes sur Génération Remote. Là, ce qu'on a vécu les 2 dernières années, on va dire, pour être un peu large, c'était vraiment du remote hyper dégradé. Les gens étaient pas du tout acculturés à ça, ils ont été de force. Le management non plus. Les modes de communication non plus. Tu pouvais faire forcément que de chez toi, ce qui est probablement le truc le plus dur à faire comparé à aller bosser dans un coworking ou ailleurs. Oui. Et donc oui, c'est pas du tout étonnant que les gens l'aient mal vécu. Mais du coup, ça fait une belle transition sur. Enfin, que certains pardon. Ouais, bien sûr. Du coup, ça fait une bonne transition pour rentrer dans le cœur du sujet sur tout ce qui est méthode d'organisation des tâches et de productivité, de comment est-ce qu'on fait pour rester motivé, réussir à communiquer avec les gens et comment est-ce qu'on arrive à bosser sans avoir de managers qui viennent derrière pour regarder qu'on travaille bien, par exemple, ou même comment est-ce qu'on fait pour juste garder la motivation au jour le jour. Que je sais que toi t'as pas mal réfléchi à toutes ces problématiques là. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu fais en ce moment pour tout ce qui est organisation de ton travail, de tes tâches? Alors, ouais, bien sûr. En ce moment, alors j'essayais différents trucs. Hein. En ce moment, ce que j'utilise, j'essaye de rythmer et j'essaye de créer et de maintenir une routine de travail. Alors cette routine est relativement simple en fait. Hein, ce qui généralement le premier postulat pour bien travailler en remote et pour maintenir ma productivité. J'essaye d'être très attentif à ma productivité. Le premier point, c'est le sommeil. Ouais. En fait, je cherche, c'est un des facteurs qui agit énormément sur moi et qui va caractériser la qualité de ma journée en tant que bien-être et aussi la qualité de ce que je vais produire et ce que je vais sortir, ce que je vais solutionner dans la journée. Donc c'est vraiment le premier point. C'est un point qui est extrêmement important pour moi, c'est de bien dormir. Donc ça, c'est le b.a.-ba. Après, souvent, donc pour avoir une journée productive idéale, donc un bon sommeil, commencer la journée avec un petit espace pour moi. Donc un espace qui, alors ça peut, je sais que d'autres le font. Il y a même des gens qui adorent de se lever très très tôt aux aurores et voire même avant et s'offrir ces moments soit de lecture, de méditation, de sport, etc. Donc moi je suis pas aussi poussé que ça, mais j'aime bien me laisser un espace le matin. Donc j'ai besoin d'avoir 1 à 2 heures en fait pour moi, ou en fonction du ressenti du moment, je vais me concentrer sur de la lecture. J'essaye de faire toujours un peu d'exercice quand même. J'essaye de garder mes fenêtres aussi d'ouverture vers le monde d'une certaine manière, donc de consommation de médias sociaux le matin, après le réveil. De l'exercice aussi, un peu d'exercice physique, c'est extrêmement bon, de l'assouplissement, des exercices physiques, et idéalement pour que la journée soit bien rythmée et productive, j'essaye. Je suis pas un grand fan de la méditation et d'autres choses. Je sais que j'ai pas forcément ce talent, cette patience ou cet intérêt, on va dire. Par contre, j'essaye de faire systématiquement aussi bien le matin que le midi, de commencer ma matinée en tout cas par une séance de respiration. Alors moi j'aime bien des choses simples plutôt que de partir je sais qu'il y a des excellentes applications de méditation ou de calme ou d'aide à la respiration. Moi je suis assez fan de Wim Hof,
C'est un mec, c'est un personnage assez intéressant je crois qu'il a battu il a marqué quelques records de durée de nage dans l'eau, de vie dans des glaçons. Je crois qu'il a fait 45 minutes dans les glaçons, voilà. Donc c'est très extrême, mais ce qui me plaît beaucoup en fait dans sa méthode, c'est que c'est un système de respiration assez simple qui permet de bien s'oxygéner. La méthode est simple, on n'a pas à se relâcher, on peut suivre la technique basiquement sans essayer de contrôler son cerveau. Naturellement, tout va suivre. Ça m'apporte beaucoup de bien-être. Ça me permet je sais pas comment expliquer ça, vraiment de me réveiller en fait, si tu veux, de me réveiller intellectuellement. Et ça doit probablement être dû à la suroxygénation du cerveau avec cette technique de respiration. C'est assez proche, je crois, des techniques de respiration des gens qui pratiquent l'apnée ou des choses comme ça. Voilà. Donc ça me fait beaucoup de bien et j'essaye de me maintenir à faire ça au moins une fois le matin et idéalement 2 fois dans la journée, donc le matin et le midi, quand je prends des pauses le midi. C'est marrant parce que du coup, Après, voilà. tu commences pas ta journée avec du travail. En fait, pour tout dire, moi, je suis en train de changer ma routine justement parce que pendant très longtemps, même jusqu'à il y a quelques mois, j'emmène mes enfants à l'école. Quand je reviens, il est 8 heures et je me mettais à bosser à 8 heures en me disant c'est là où je suis le plus productif. Et en fait, de plus en plus, je décale un peu, quoi. Donc je décale, je me prends en général une demi-heure pour ne pas me mettre tout de suite, pour pas être dans la course tout de suite. Et puis, et je trouve que c'est pas forcément, enfin, je perds pas tant de productivité que ça. En fait, au début, je me disais, il faut que je m'y mette parce que si je m'y mets pas maintenant, je vais perdre le moment de productivité. En fait, j'ai l'impression qu'effectivement, prendre un petit moment de off, boire un café tranquille, ça permet de se motiver. Mais c'est pas dur t'arrives à le cloisonner. T'es pas en train tu dis pas des fois, bon, je prends une demi-heure, on va dire, pour moi, et puis en fait, ça dépasse sur 3/4 d'heure, et puis est-ce que c'est pas une façon enfin, des fois, moi, j'ai l'impression, en tout cas, que c'est aussi une façon de me dire, non, mais je commence pas à travailler, je travaillerai plus tard, et en fait, des fois, ça dérape, quoi. Alors moi, ça a tendance à déraper et c'est effectivement, c'est difficile quand j'ai mal dormi. En fait, si Ouais. j'ai pas mon compte de sommeil, moi je résiste moins à ce manque de sommeil et donc c'est effectivement un impact et un danger. Je le subis aussi parfois, avoir traîné, avoir du mal à me mettre au boulot, mais il y a une contre-mesure pour ça éventuelle, enfin en tout cas qui marche pour moi. Donc ça, je le subis quand je dors mal, quand je dors pas bien, si j'ai des insomnies Ouais. ou si j'ai fait des excès la veille, des excès à pas dormir suffisamment, ça effectivement je le ressens sur la motivation du matin, la motivation. Après, si tu veux, le but c'est d'être dans un sentiment, j'essaye de m'efforcer à être dans un sentiment de bien-être, donc en m'autorisant des moments pour moi, de pas forcément quantifier avec des heures particulières. Alors ça dépend du contexte sur des réalisations forfaitaires ou quand t'es pas suivi ou quand tu travailles moins en équipe, quand t'as les tâches du moment sont à réaliser d'une manière en productivité personnelle, c'est un peu moins important. Dans ce cas-là, je me permets d'avoir un peu plus de liberté sur les horaires. Et à la limite, je vais pas forcément me concentrer sur l'heure de démarrage de mon travail. Je suis pas à regarder ma montre et à dire à 8 heures pile, il faut que je sois devant mon poste à continuer un truc. J'essaye au contraire de faciliter en fait cette transition, d'équilibrer au maximum ce qui peut me sembler comme subi, choses à faire, tâches qui peuvent me paraître un peu moins agréables, qui relèvent de la sphère du boulot ou donc des tâches moins sympathiques. Ça peut être des tâches de gestion, ça peut être des tâches de réalisation qui m'intéressent un peu moins ou voilà, bref. Et des bons moments de vie avec des espaces pour moi, pour m'aérer l'esprit et pour être. Donc j'essaye de Ouais. concilier ça et d'essayer de lisser au maximum en fait ces phases de transition. Et pour ça, alors j'aurais dû commencer par là en fait, mais la meilleure matinée de travail pour moi, encore une fois, ça reste personnel, mais ce qui marche le mieux pour moi, c'est de préparer la liste des tâches que j'ai à faire pour mettre au boulot d'une manière extrêmement claire et détaillée la veille. Ce qui fait que j'ai pas à réfléchir à la problématique que je vais devoir aborder sur la matinée. Ça a déjà été fait en fin de journée la veille. Et donc ça facilite grandement, en tout cas encore une fois pour moi, ça facilite grandement en fait cette transition entre espace personnel et espace de travail qui parfois comporte des tâches qui peuvent être forcées entre guillemets et moins agréables. Enfin en tout cas qui vont contraster avec des espaces personnels. Et donc Ça veut dire c'est ce que, qui m'aide beaucoup. ça veut dire qu'à la fin de Il la faut pas journée, réfléchir. ouais, à la fin de ta journée, tu décris le contenu de ta journée suivante, quoi, c'est ça? Et mais tu vas dans Exactement. et tu vas dans quel niveau de détail?
Parce que, alors, Alors, on s'est parlé il y a quelques semaines où tu me parlais de ça, et du coup, j'ai commencé à faire ça. Et alors, effectivement, les jours où j'ai pas dormi, c'est beaucoup plus dur. Et, enfin, le sommeil, on n'en parle jamais dans les méthodes de productivité, mais je suis d'accord avec toi, c'est carrément important. C'est même primordial. Du coup, j'ai commencé à mettre, soit le matin en m'y mettant, ou bien le soir, à penser à ma journée et commencer à lister des tâches. Mais j'avais l'impression, en discutant avec toi tout à l'heure, que tu allais vachement plus loin dans le détail de ce que tu allais enfin, dans le détail de tes tâches que moi, ce que je faisais en ouais, le fait. découpage, en fait, sur le découpage et sur le Voilà. niveau de granularité que je vais avoir sur les tâches. Alors déjà, le premier truc, c'est que donc, je préfère les faire le soir. Ça marche mieux, encore une fois, pour moi, parce que j'ai les problématiques de la journée qui sont souvent subies et souvent dans l'après-midi au fur et à mesure de ta journée. De toute façon, toute la liste des tâches, c'est très très rare que tu fasses une liste des tâches que tu vas respecter Que tu finis, ouais. parfaitement tout au long de ta journée. Alors tu vas finir, oui, le but c'est d'essayer de faire une liste des tâches. Quand tu as pleinement connaissance de tous les problèmes qui vont te tomber dessus, qui sont apparus dans la journée, si tu le fais le matin, tu vas pas pouvoir anticiper ça et ça va augmenter en fait ta sensation cette mauvaise sensation d'insatisfaction en fin de journée parce que tu vas regarder ta liste des tâches, tu vas débriefer, tu vas dire ah Ouais. merde ça j'avais prévu ça et tout compte fait j'en ai fait que 25%, j'en ai fait que 50% et j'en ai rajouté plein qui se rajoutent ça apporte trop de déséquilibre, trop d'insatisfaction en tout cas pour moi encore une fois. Du coup le faire le soir, c'est pas mal parce que t'as souvent eu pas mal de contacts qui ont chamboulé ton planning parfois de la journée et des tâches qui sont forcément décalées. Et ça permet surtout de le faire donc avec ce regard, avec ces contraintes du moment et de te préparer à décrire les tâches qui peuvent sembler le plus compliquées, mais avec la connaissance d'une journée de travail déjà réalisée, donc dans le contexte de la réalisation actuelle en fin de journée, tu sais ce que tu vas devoir faire le lendemain. C'est le meilleur moment tout de suite pour essayer de décomposer encore à chaud tout ce que tu vas devoir faire. Typiquement, c'est pas, il y a un bug qui est apparu, il devient prioritaire en fin de journée, enfin ou dans la journée. C'est le matin, c'est difficile de commencer ta journée, surtout avec un petit espace de temps pour toi, que ce soit emmener tes enfants à l'école ou faire un peu de lecture ou faire une activité sportive. C'est difficile de d'appréhender une problématique qui n'est pas claire. Typiquement, un bug s'est Ouais. produit en fin de journée ou une journée, il doit absolument être traité en priorité. Alors, dans les cas les plus extrêmes, tu vas le traiter en fin de journée, ça va shifter ta journée, etc. Mais si souvent, tu vas le mettre en tâche prioritaire le lendemain. Et cette tâche prioritaire, si tu l'exprimes en disant, eh ben, il faut traiter le bug 24-46, commencer ta journée après un espace pour toi et te dire, OK, premier truc, je dois déjà réfléchir. Déjà, je dois me mettre au boulot et je dois réfléchir à qu'est-ce que c'est que le bug 24-46. Et là, t'en finis Ouais. plus. T'en finis plus parce que tu commences à consommer beaucoup de ressources, tu dois te rappeler de ce qui s'est passé la veille, ce qui a été dit, etc. Donc t'es plus vraiment à chaud, tu viens d'un espace, d'une zone, d'un espace que tu t'es accordé plutôt de bien-être, et t'arrives sur une problématique qui est trop grosse pour se mettre au boulot. Moi, Ouais. j'ai tendance à vite procrastiner, à vite avoir tendance à reporter ou à truc. Donc j'ai besoin de me faciliter en fait la mise au travail. Il faut que ce soit extrêmement simple. Idéalement, c'est pas bon ce que je vais dire, j'espère qu'aucun de mes clients m'écoute, mais le matin, il faut que je puisse débrancher mon cerveau pour me mettre au boulot. Donc, Ouais. c'est-à-dire Ouais. que je ne dois pas commencer à réfléchir à la manière dont je vais m'organiser, à essayer de décomposer la problématique. Idéalement, il faut que je puisse commencer sur une tâche simple qui me permet de diminuer cette rupture et cette complexité apparente de la mise au travail et d'aborder un problème. Donc, je préfère le faire le soir. Donc, il y a un bug, ok, il y a assez prioritaire, ben, je vais essayer de décomposer les premières tâches du bug. Ça va être analyser ou reproduire tel environnement. Ça, c'est super. Quand il faut mettre en place un environnement particulier pour traiter un bug en priorité à J+1, bah, ce qui est top, c'est de se dire, bah, une première tâche, ça peut être mettre en place l'environnement. Alors, en le décrivant un peu mieux, hein, après, en fonction du truc, c'est remonter tel serveur, démarrer tel Docker, etc. Et alors, pas aller jusqu'à une to-do qui te dit qu'il faut cliquer sur le bouton à droite en haut de l'écran, mais voilà, d'avoir quelque chose qui ne nécessite quasiment aucune réflexion. Le but, c'est d'arriver à exprimer mes tâches, en tout cas les tâches prioritaires du lendemain, le plus simplement possible et il faut que ça me demande quasiment aucune réflexion intellectuelle, aucune intelligence Ouais. quasiment pour les faire. Et dans ce cas-là, ça marche bien. Le lendemain, en fait, bah, t'as pas trop à te poser de questions et la difficulté est gommée. La difficulté Ouais. de te mettre au travail, en fait, bah, ça devient simple. C'est une petite tâche simple. Et une fois que t'as entamé ça,
Alors après, il y a différentes techniques. Moi, j'utilise beaucoup le Pomodoro encore aujourd'hui. J'arrive pas à rythmer mes journées entières en Pomodoro. Puis ça dépend du contexte, du client, etc., et de l'équipe qui est autour de toi quand tu travailles en équipe. Mais Tu peux nous expliquer vite fait ce que c'est le Pomodoro? ouais, le Pomodoro, c'est une vieille technique. Alors, je suis souvent étonné d'ailleurs quand j'en parle dans les équipes que je peux traverser, que tout le monde ne connaît pas ça. Moi, j'imaginais que tout le monde connaissait le Pomodoro. C'est quelque chose que j'ai appris dans un espace de coworking avec des gens intéressants et intelligents qui m'ont partagé cette méthode. Et Pomodoro, donc c'est le nom de la tomate en italien, je crois. Et ça symbolisait ces petits minuteurs pour cuisiner. Et donc, ça va pas forcément très loin. Et donc, la technique du Pomodoro, principalement, essentiellement, c'est de rythmer ses séances de travail pour ne pas perdre premièrement, sa concentration. Donc, on va travailler par bloc de 25 minutes et on va s'imposer, alors ça peut être modulé, mais on va s'imposer une pause de 5 minutes auprès de ces 25 minutes. Alors, qu'est-ce que ça apporte comme intérêt? Le premier intérêt, c'est que se mettre à travailler quand on a du mal à se mettre à bosser, se dire ok, là qu'est-ce que je fais? Je vais sur Facebook, je vais sur Twitter, je mets un coup de YouTube, ou est-ce que je me fais une petite tâche, un truc de 25 minutes? 25 minutes, c'est pas le bout du monde, et donc ça facilite grandement la mise au travail. Ça, c'est le premier élément. Après, le deuxième élément, c'est que souvent quand on est très focus sur une tâche, on a tendance à pas vouloir s'arrêter. Et on s'arrête pas, mais on se fatigue vite. Et c'est difficile de rattraper une concentration quand on est interrompu aléatoirement, et c'est difficile aussi de maintenir sa concentration, donc son focus sur des tâches, sur une réalisation, pendant un long laps de temps. Alors il y a des moments où on arrive tous à le faire quand on est extrêmement passionné, concentré sur une réalisation, on est capable d'enchaîner plusieurs heures de travail sans relever la tête. Mais ça peut pas marcher tout le temps, et ça marche pas tout le temps parce que tout n'est pas toujours aussi passionnant, parce qu'on a tous des contraintes, parce qu'on a des états de fatigue aussi différents. Et donc c'est important de pouvoir se rythmer pour pouvoir maintenir au maximum en fait son temps de focus, sa concentration. Et donc le fait de le découper par tranches de 25 minutes, c'est extrêmement frustrant au début. Quand on commence le Pomodoro, s'arrêter au bout de 25 minutes, c'est une torture. Alors, c'est intéressant parce que c'est l'effet inverse de ce qu'on pensait. Non seulement ça facilite la mise au travail, mais s'arrêter, c'est là où est la vraie torture. S'arrêter au bout de 25 minutes. Alors, c'est même souvent, pour anecdote aussi, à chaque fois que je parle de cette méthode-là, qui existe depuis, je crois qu'elle existe depuis 2006 ou voire même avant. Enfin, c'est une technique assez ancienne. Et souvent, en fait, la première réaction de ceux qui la pratiquent pas, c'est de se dire: oh, 25 minutes, c'est trop court pour moi. Moi, je vais faire des trucs, de temps en temps, je le fais, mais je fais une heure et demie, etc., avant de m'arrêter. Ok, c'est intéressant, en fait, que ça bloque. Donc, ça peut. Pourtant, l'intérêt, 5 minutes, c'est super parce que, donc, c'est douloureux. On a tout de suite envie le plus dur sur les premiers Pomodoro, c'est de tenir les 5 minutes de pause et pas se remettre tout de suite. Alors 5 minutes de pause, ça peut être marcher, respirer un bon coup, ça peut être ouvrir sa boîte mail et essayer de traiter et de mettre à jour son planning vite fait parce qu'il y a un message important qui est tombé avec une problématique, ou aller lire son Slack, ou alors normalement je sais que Slack est une autre problématique, on a tendance à le lire un peu plus souvent mais voilà, le but c'est vraiment de s'offrir ces fenêtres de 25 minutes de pure concentration, donc sans mail, sans Slack, sans rien. Et là, les modes de focus qu'on peut trouver sous les différents OS de bureau ou mobile peuvent aider. Et de se concentrer là-dessus, d'oublier qu'on peut être interrompu par des mails, ne pas se mettre aussi dans ce besoin d'aller systématiquement écouter en fait tous ses pairs, tout son environnement de travail et toute son équipe, se dire 25 minutes, ils peuvent attendre 25 minutes, il n'y a rien qui peut, enfin c'est extrêmement rare de devoir traiter quelque chose dans la seconde. Donc généralement 25 minutes c'est tout à fait concevable, et on a 5 minutes pour traiter effectivement les interruptions, enfin les communications des autres, ou se prendre 5 minutes pour soi, et ça facilite la remise au travail après ces 5 minutes de pause. Donc voilà comment on rythme ça. Alors normalement la méthode décrit aussi le but c'est de lister ses tâches, préconise plutôt le matin, mais de lister ses tâches le matin et d'essayer d'exprimer, non pas en unité de temps, mais enfin c'est comme si en Pomodoro, en nombre de Pomodoro, donc découper, lister les tâches et d'essayer de les chiffrer en nombre de Pomodoro et de débriefer en fin de journée. Et ce qui peut permettre d'améliorer aussi les estimations de temps qu'on doit faire régulièrement dans nos métiers. Et il y a un truc qui est intéressant aussi dans la méthode Pomodoro, c'est que si tu considères qu'une tâche prend plus de 4 Pomodoro, c'est que ta tâche est trop grosse et que du coup il faut la redécouper, quoi. Exactement. Alors, c'est pas un truc qu'on fait tout le temps, mais... Non, j'avoue que ça, j'ai un peu laissé de côté. En fait, moi, j'utilise un autre truc pour mes tâches. En fait, avec l'expérience, ce
ce qui me paraît très très important, c'est l'expression des tâches. Donc il y a les techniques qui vont permettre de rythmer la journée, il y a les conditions qui vont permettre de se mettre dans les meilleures conditions de productivité d'une journée, dans les meilleures conditions de travail. Mais il y a ce qui me paraît encore plus important que toutes ces méthodes-là, c'est la manière dont on va exprimer les tâches. J'avais essayé de faire du getting done, etc. Enfin, j'ai essayé différentes méthodes pour exprimer ça, et je pensais qu'un outil allait résoudre tout ça. Enfin, que les outils existants, commencer par les simples to-do list, en allant jusqu'à des systèmes plus compliqués comme le getting done ou d'autres choses. Et en fait, à chaque fois que j'essayais ça, il y a une chose primordiale que j'avais pas compris, c'est la qualité d'expression de la tâche et du découpage. Alors ça, c'est presque ce à quoi j'attache le plus d'importance dans mes sessions de travail quotidiennes. C'est la manière dont je vais les découper. Et pour ça, plutôt que d'utiliser cette première règle de Pomodoro que tu citais, plus de 4 Pomodoro, c'est que la tâche est mal exprimée, il faut la découper. C'est un très bon premier pas. Après, moi, j'ai tendance plutôt à utiliser la technique SMART, qui est aussi une technique qui est pas tout à fait nouvelle. C'est un acronyme. Alors, normalement, c'est un acronyme anglais. Le SMART, c'est spécifique, mesurable, atteignable. Alors normalement le R c'est relevant, mais il faut que ce soit judicieux, et le T c'est pour timer. Il faut que ce soit quand même restreint. Enfin voilà, il faut que ce soit restreint dans le temps. Et donc ce qui me plaît beaucoup, c'est quand tu écris une tâche et quand j'essaie de lister les tâches que j'ai à faire. À chaque fois, sur chaque tâche, à chaque fois que je les écris, je m'interroge systématiquement. Est-ce qu'elle est bien spécifique? Est-ce que je peux mesurer le résultat de cette tâche-là facilement? Est-ce qu'elle est atteignable ou est-ce que c'est trop généraliste ou est-ce que c'est irréalisable? Voilà. Et donc, un exemple très simple, moi, ce qui m'a beaucoup plu quand j'ai découvert la technique SMART, c'est l'exemple simple d'expression d'une tâche. C'est quand tu as un peu trop de poids, tu te dis, tu as envie de mettre une tâche à tes plannings et dire, il faut que je perde 5 kilos. Et en fait, c'est pas forcément perdre 5 kilos, ok, c'est trop général. Alors oui, ça peut être atteignable, c'est pas très spécifique. Perdre 5 kilos, c'est pas spécifique. Mesurable, oui, ça l'est, mais tu vois, ça répond pas à tous les critères. Par contre, dire ça, c'est un objectif général, perdre 5 kilos, mais le décliner en tâches, ça pourrait être écrit en une simple tâche, c'est courir 3 kilomètres le mardi et le vendredi. Voilà, et faire ça pendant le temps que tu veux. Donc tu vois, ça va être beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus simple d'accès. Tu vois, te dire je dois perdre 5 kilos, tu sais pas, quand tu dois réfléchir, quand tu dois commencer à t'attacher, à essayer de perdre tes 5 kilos, tu vas forcément avoir une réflexion, un découpage à faire, comment je vais faire mes 5 kilos, qu'est-ce que je vais faire, etc. Et toute cette réflexion est trop consommatrice pour se mettre à l'action. Et au final, tu vas partir c'est le meilleur moyen d'aller te perdre sur différents forums, blogs, etc. de course à pied, et tu vas perdre ton temps, quoi. Donc si tu mets quelque chose de précis, tu commences une tâche. Demain je vais courir 2 kilomètres, et après-demain, tu te mets à ton planning, tu refais une autre tâche. Je vais essayer de faire 2 kilomètres 5 et voilà, et ainsi de suite. Donc, voilà, c'est ce principe du SMART. Et ça. Du coup, ça veut dire que tous les soirs, tu découpes ta journée. Enfin, tu listes les tâches que tu dois faire là pour le lendemain. Et donc tous les soirs, tu t'attelles à ce que tes tâches, elles soient smart, quoi. C'est-à-dire qu'elles soient spécifiques, mesurables, atteignables et tout ça. Tout à fait. Quand je les écris, je cherche à les simplifier au maximum. Encore une fois, smart, ça peut être c'est une manière plus très rationnelle de décrire ta tâche. Mais le but, c'est tu peux aussi essayer de simplifier ta tâche en disant comment je peux écrire ma tâche de manière à ce qu'elle me consomme le moins de temps de cerveau possible. Et il faut que ce soit facilité, en fait. Tu vois, le truc. Et du coup, ça te prend combien de temps à faire ça? C'est variable en fonction. Le plus long, c'est quand il y a un grand nombre de tâches qui n'est pas réalisé sur la journée. Ouais, c'est ça. Et tu les reportes. Parce que non seulement tu as des nouvelles priorités sur ta journée, donc tu dois les exprimer pour le planning du lendemain, et tu dois aussi refaire une analyse sur toutes celles que tu n'as pas faites, et là remettre des priorités et les mettre de côté éventuellement. Donc les mettre de côté, ça c'est plutôt une autre liste, c'est des listes parfois qui se perdent en fait. Je les mets sur des outils un peu différents, mais ce qui est assez intéressant, c'est que si je l'ai mis de côté sous une liste lambda et que je la retrouve plus, c'est qu'elle n'était pas si importante que ça, quoi. Ou quelqu'un d'autre va me le rappeler de toute façon. Donc c'est pas si dramatique. Et j'ai vraiment systématiquement une vision à très court terme en fait là-dessus. Le soir, je prends le temps qu'il faut en fait. Je mesure pas, je m'alloue pas une demi-heure, 1 heure ou quoi que ce soit pour faire ça.
Ceux qui le font, généralement, ça prend souvent moins de temps que ça. Avec l'habitude, tu le fais assez rapidement. Et puis, c'est aussi Ok. une belle manière de clôturer ta journée de productivité et de faire une petite review, en fait, à dire, bah voilà, ça a encore bougé, pourquoi ça a bougé. Donc, tu peux aussi t'interroger. Ça peut mener à des actions ou à des alertes levées dans l'équipe, dans le management, quand tu travailles dans une grosse boîte, etc., à reporter des trucs. Ça peut contribuer à lever des alertes et ça prend pas tant de temps que ça et surtout ça clôture la journée. Et en fait, ce qui est assez agréable, c'est qu'au même titre que l'espace le matin et cette facilité de se mettre au travail, en fait, j'ai une facilité quand j'ai fait cette review et quand j'ai préparé mon planning du lendemain, et ben le Tu reste du temps, débranches. de Ouais. ah ouais, tu débranches beaucoup plus facilement. Et surtout, même s'il y a de l'insatisfaction avec ce qui n'a pas été fait dans la journée par rapport à la planification de la veille, mais malheureusement, je ne veux pas être très doué parce que moi, c'est tous les jours comme ça, quoi, en fait, tous les jours. Ah ouais, moi C'est aussi, hein, je te extrêmement rassure. rare d'avoir une liste parfaitement checkée et où tout est fait, quoi. Ce serait bien si ça pouvait arriver tous les jours, mais Alors moi, c'est plus difficile. pour les tâches un peu plus long terme, j'utilise un bullet journal que j'ai découvert, je sais pas combien, Ouais, c'était en 2017, je crois. Et en fait, donc c'est une liste de tâches couplée avec un calendrier, en gros, ouais, où en fait tous les jours je décris mes tâches. Alors je les décris pas suffisamment bien et t'as raison. Plus les tâches sont mal décrites et plus c'est dur de s'y mettre le matin quand tu vois plus c'est dur un de les truc quantifier aussi. ouais, c'est ça. Et puis t'as pas envie de t'y mettre, quoi. Quand c'est un gros machin, tu te dis non, je vais pas m'y Ouais, mettre. Donc, jour par jour, et en fait, chaque semaine, je liste mes tâches, par contre, pour le coup, très généraliste sur la semaine. Et je fais la même chose mois par mois. Et en fait, à chaque fois qu'on change de semaine ou qu'on change de mois, je vais chercher la semaine d'avant ou le mois d'avant. Je regarde quelles sont les tâches que j'ai effectuées dans la semaine. Et s'il y en a que je dois reporter. Et je fais ça donc de jour en jour, de semaine en semaine et de mois en mois. Parce qu'il y a des tâches qui vont dans le mois, qui vont pas forcément ni dans la semaine, enfin voilà, ni dans le jour. Et en fait, à chaque fois comme ça, j'arrive à jongler. Ça me permet de moins perdre la trace de petites tâches ou de petits trucs d'une semaine ou voilà. Et puis aussi, ça me permet de voir que le mois dernier, j'avais prévu de faire ce truc-là et qu'en fait il y a aucun intérêt à faire ce machin, donc plutôt que de le reporter, je le barre et il disparaît, quoi. Donc voilà, je trouve que le bullet journal est un bon outil pour cette. Enfin, en fait, moi c'est pareil, j'ai testé plein de trucs de liste de tâches, testé plein d'outils dans tous les sens, plus ou moins complexes, et au final je trouve que un truc papier, en fait ça marche, c'est ce qui marche le mieux, quoi. Au final, ouais, c'est presque ce qui est le plus simple. Faut que ça soit ouais, c'est ce qui facile est en le plus fait. simple, plus accessible et surtout ça nous permet ça permet d'adapter en fait la manière dont on va structurer Ouais. ça plus facilement en fait. Et commencer par un outil, tout de suite un outil qui fait tout et qui est bourré de fonctionnalités. Souvent ça va nous imposer une méthodologie, ça va nous imposer une manière de l'utiliser et donc ça va agir sur nos planifications et sur la manière dont on doit s'organiser et donc équilibrer aussi ces temps de productivité par rapport à ces temps de bien-être personnel aussi. C'est pas opposé mais voilà. Ouais. Effectivement, moi, j'utilise pas le bullet journal, mais je fais presque. En fait, moi, je décline. Je travaille beaucoup aussi avec un calendrier là qui est numérique, où effectivement les points clés. Alors, ça peut être bien sûr des rendez-vous, tout ce qui est visio et autres points clés de communication, mais aussi des tâches qui sont à faire, qui peuvent être aussi des tâches administratives, hein, déclarer ma TVA, etc. Ouais. C'est une tâche qui est liée. Elle n'est pas puisque je fais mes tâches la veille pour le lendemain. En fait, c'est positionné au planning, et quand j'écris je repasse en revue et quand je prépare mon planning du lendemain, eh ben, je regarde ce que j'ai au planning sur le jour suivant, éventuellement les jours d'après aussi s'il y a d'autres choses à aller chercher et à préparer, et je le décline en tâches sur ma journée. Donc je Ouais. m'attache vraiment à avoir toujours moi, mon espace c'est toujours du jour pour le lendemain et c'est toujours sur une journée en fait. J'ai du mal à avoir une vision. Après, il y a d'autres éléments. Moi, j'ai besoin de me rapporter pour tout ce qui est gestion de projet ou autre. En fait, bah, j'utilise des techniques plus traditionnelles de prévision et de gestion de projet et je les décline après. Et je m'alimente de ces sources-là pour créer mon planning de la journée à venir. Et Ouais. donc voilà. Après, Après, je mets moi, quand je même. travaille tout seul, hein. Ouais, Moi, la différence, c'est que moi, ouais, je travaille tout seul sur mes projets, enfin, la plupart de mes projets. Et donc, en fait, c'est que moi avec moi. Et donc, c'est pour ça qu'un bullet journal, ça marche très bien, parce que c'est à côté de moi, je le ouais. vois, je peux le gribouiller si besoin, tout ça, quoi. Ouais, c'est pas mal ça. C'est vrai que c'est intéressant. Après, moi, ce qui me manque encore, c'est ce qui est important pour moi et ce qui va motiver aussi mes journées de productivité,
Là, on a beaucoup parlé de tâches, des tâches qui sont souvent, moi je l'ai exprimé à très court terme, avec une petite notion d'agenda dans certains cas. C'est plus marqué avec le bullet time pour toi, c'est plus intéressant. Ce que j'aime bien aussi, c'est d'avoir une petite liste. Là, encore une fois, ça peut être sur un format papier ou dans une simple appli de notes, sur les objectifs généraux. Donc les objectifs généraux qui vont se décliner en des objectifs professionnels, mais aussi des objectifs de vie. Et ça, c'est important pour moi de régulièrement, souvent dans ces phases de débrief, en fin de journée, j'aime bien de temps en temps relire ces grands objectifs, ce que je veux atteindre dans la vie, ou ce que j'aimerais pouvoir faire, ou pour qui j'aimerais travailler, ou ce que j'aimerais bien créer, et d'avoir ces objectifs beaucoup plus généraux qui sont pas c'est plus difficile de mettre sur un planning. Enfin, en tout cas Ouais. pour moi, qui sont plus difficiles à exprimer avec une date butoir et d'une manière un peu trop mathématique, puisque ça reste des objectifs généralistes, d'essayer de les décliner et parfois de me les remémorer. Donc en lisant ces sources, voilà, ces petites notes pour essayer d'en décliner une tâche ou deux que j'ai tendance, alors toutes les tâches les plus compliquées, les plus urgentes, j'ai tendance à les prioriser le matin. C'est souvent là où je suis le plus efficace intellectuellement parlant. Après, Ouais. j'ai tendance à dégrader, donc plutôt, c'est pas toujours magique, mais j'ai parfois des tâches administratives. Je suis pas un très grand fan de tout ce qui est compta ou autre, ou voilà, ne serait-ce que déclarer la TVA, c'est toujours déplaisant pour moi. Et le faire plutôt en fin de journée, l'identifier comme tâche, ça marche bien, c'est très satisfaisant. Et encore une fois, donc la planification, le fait de le quantifier en Pomodoro, c'est facile, c'est plus facile à faire, et ça m'apporte beaucoup de satisfaction en fin de journée. C'est Ok. des choses simples, mais parfois, voilà, dire ou appeler sa banque, ben, appeler la banque plutôt en fin d'après-midi et le lister en tant que tâche, c'est aussi contributeur d'une meilleure satisfaction sur le bilan de la journée et donc une meilleure préparation pour le lendemain par Ouais. cette Ouais, satisfaction. ça t'évite de le reporter, et puis à la fin de la journée, t'es content, tu l'as fait, quoi. C'est vrai que moi, ça fait partie Bah des ouais, et trucs puis c'est aussi que j'ai super, du c'est mal un à truc. faire. Ouais, et puis t'es content d'avoir fait, quoi. En fait, c'est tout bête. Du coup, si on veut résumer un petit peu, en fait, ta méthode de travail, elle est finalement assez simple. Euh, Ouais, Ça veut dire que le soir, le soir, tu fais le plan pour le lendemain et t'essayes d'être oui, smart. Donc, t'essayes d'être le plus spécifique possible sur comment est-ce que tu décris tes tâches, le plus petit possible, le plus atteignable possible. Tu commences le matin par un espace de relaxation, détente, un moment pour toi en tout cas. oui. Et ensuite, tu commences par les tâches les plus urgentes ou les plus difficiles, quoi, les gros morceaux en fait. Les plus compliqués. Ce qui m'apparaissait la veille comme étant le plus compliqué, mais qui a déjà été préparé cette veille au soir, avec Ok. un accès facile, encore une fois, pour commencer à la limite avec un hémisphère en moins. Si j'avais un hémisphère, Ouais, c'est ça. idéalement, en fait, si j'ai pu exprimer la veille une tâche qui ne nécessite qu'un demi cerveau, c'est idéal. J'ai gagné Ok. Et du coup, tu dans ce déroules ta cas-là. journée comme ça et tu essaies de positionner les trucs qui demandent soit moins de cerveau, soit pénibles en fin de journée. Genre, alors du coup, est-ce que tu arrives à gérer ça avec tes employeurs ou tes collègues pour, par exemple, mettre les meetings en l'après-midi? Alors, c'est pas toujours faisable, non, mais en fait, c'est un bon indicateur d'une journée satisfaisante ou pas. Effectivement, si j'ai des meetings plutôt en après-midi ou en fin d'après-midi, c'est idéal pour moi. Alors, bien sûr, on fait actuellement, par exemple, dans l'équipe, dans la boîte pour laquelle je bosse actuellement, on fait des délits comme beaucoup tous les matins, mais bon, ça, on s'efforce à les raccourcir. Ouais. C'est pas magique. Moi, j'aimerais bien pouvoir m'en passer, ou en tout cas le faire le midi plutôt. En fait, ce serait pas si mal, mais souvent comme on planifie pas tous en fait notre journée, je comprends tout à fait que le reste des membres de l'équipe préfèrent planifier leur journée au moment du délit. Généralement, au moment Ouais. d'un délit, quand tu travailles en équipe, tu vas lister ce que tu as fait la veille, ce que tu vas faire ce que tu fais cette journée, etc. Et on va partager les priorités, les imprévus, etc. Se partager tout ça. Voilà, c'est un travail que tu as pu faire la veille. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, cette préparation aussi la veille te permet d'être plus concis au délit, quoi. Tu les fais Ouais. pas, tu te retrouves pas dans des délits à parler pendant 10 minutes parce que tu lèves toutes Ce les que tu problématiques et cherches. tu n'y as pas réfléchi la veille. Si tu y as Ouais. réfléchi avant, t'arrives à avoir des délits beaucoup plus concis, parce que tu sais exactement ce que tu dois faire, donc tu l'annonces aux autres. Éventuellement, il va peut-être y avoir une discussion technique qui pourra se reprendre par la suite ou caler un point plus tard sur ce sujet au moment de traiter ça, mais voilà, donc ça optimise aussi, effectivement. Après, c'est pas
Moi, je note quand même, en fait, sur ma liste de tâches, je note quand même les délits systématiquement. Je mets je mets mon délit à telle heure. Je mets les Ouais. réunions qui sont prévues aussi dans la journée. Et donc, je les quantifie en Pomodoro, donc pour l'estimation du temps. Et bien sûr, je mets une heure à côté. Donc, tu vois, en fait, on fait un peu la même chose, en fait, si tu veux. Mais sauf que moi, je reste sur cette liste. Et cette liste de tâches avec, où je viens reporter, en fait, je viens reporter éventuellement les obligations temporelles de le faire à tel moment à côté d'une tâche. Ok, ok. Et du coup, la liste de tâches, elle est pour toi. Tu communiques avec tes collègues pendant le délit, en fait. Et Alors c'est ça, après c'est perso. je leur dis ce que voilà, je leur dis ce que je compte faire, mais globalement, oui, je la partage pas. Après, elle me sert aussi personnellement pour faire ma facturation, etc., et me remémorer quand je dois faire un accounting de temps ou autre, me remémorer Ok. ce sur quoi j'ai travaillé. Donc c'est assez pratique parce que tu coches effectivement, bien sûr, une liste des tâches, ça sert aussi à être barré, coché, etc., ou en décliner d'autres, barrer une tâche pour la redécliner si elle avait été mal perçue ou mal évaluée. Ok. Du coup, peut-être dernière question. Si qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui sort de l'école, à qui on n'a pas du tout expliqué tous ces trucs-là, à qui on a juste fait manger du code. Comment est-ce que tu lui conseillerais de commencer à bosser? Quelle est la technique pour commencer? Est-ce qu'il faut commencer peut-être directement avec ta technique à toi? Ou enfin voilà, quels seront tes conseils? Bah, moi, je pense pas qu'il y ait une technique vraiment en fait qui soit parfaite et qui s'adapte à tous. Je pense qu'il y a des idées à aller piocher un peu partout, donc ça implique de l'expérimentation et de Ouais, l'apprentissage de soi aussi et d'essayer de trouver un équilibre. Moi, je pense que pour commencer à travailler en remote, alors dans le cadre du Covid, beaucoup ont dû le vivre différemment. Mais tu parlais tout à l'heure du coworking. Je pense que c'est extraordinaire de pouvoir commencer en coworking, goûter au remote en coworking. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. C'est en tout cas, j'aurais tendance à conseiller ça en premier point, de commencer à aller faire ses journées en remote dans des espaces de coworking parce que on va y trouver des zones de concentration, parce qu'on va avoir un rythme qui va être aussi plus ou moins pratiqué par la globalité des personnes présentes sur l'espace de coworking, des espaces de détente aussi, surtout une dimension sociale qui est extraordinaire. Et moi, ouais, j'ai rencontré des tas de personnes extra que j'aime beaucoup qui sont passées à travers ces espaces de coworking. Donc, pour moi, ça n'a c'est que bénéfique. Il faut j'aurais tendance à dire surtout ne pas chercher à s'enterrer chez soi systématiquement et bouger. Après, le fait peut-être apprendre aussi dans un premier temps, essayer de varier. Donc toujours dans cette optique d'expérimentation pour apprendre à mieux se connaître. Et le but, c'est d'arriver à avoir une harmonie entre sa productivité, enfin, son espace professionnel et son espace personnel. Je pense qu'on peut être un très bon professionnel quand on est en harmonie avec ce qu'on fait et avec sa vie, avec ses espaces personnels. Donc expérimenter autour de ça et ne pas avoir peur de alors, on dit souvent qu'il faut un espace fermé, etc., pour travailler chez soi. Enfin, quand on fait du remote et qu'on travaille de chez soi, d'essayer d'avoir un espace dédié, fermé, etc. Oui, c'est ouais. vrai que ça marche pas mal. Après, personnellement, moi, je trouve qu'il y a une véritable monotonie dans ce système-là et ça renforce un peu le cloisonnement entre vie personnelle et vie professionnelle, surtout avec un espace c'est plus difficile pour moi. Moi, je sais que personne, ça marche moins bien. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est varier en fonction, surtout dans les métiers du numérique. On va avoir des phases de travail différentes. On va avoir de la conception, on va avoir de la création, on va avoir de l'écriture de ligne, on va avoir du debug à la con à faire parfois, etc. Donc, en Ouais. fonction du contexte, essayer de varier les environnements. Moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup de faire ça. Ça marche bien quand je suis chez moi, plutôt que de rester systématiquement dans un bureau fermé et tout ça, même si quelqu'un vient frapper à la porte, etc. Il y a toujours dans tous les cas, on peut pas effacer les gênes, les interruptions qui peuvent venir de nos proches ou voilà ou de certains horaires qui sont moins propices au remote. Le remote dans l'après-midi, c'est génial. Le remote Ouais. à partir de 5 heures quand on a des enfants, c'est extrêmement difficile et il faut trouver des routines. Donc ça peut aussi facilement se combler par des expérimentations de moments, enfin d'endroits chez soi et de tâches à réaliser. Alors, je vais essayer d'être plus précis. Concrètement, quand je dois réfléchir à une conception d'une architecture informatique ou même d'un simple écran, tu vois, j'aime bien prendre une tablette ou prendre mon ordinateur en portable et aller m'installer dans mon salon sur un fauteuil, etc. et réfléchir. Donc j'essaye d'avoir des espaces différents en fonction des tâches que j'ai effectuées.
si j'ai une tâche souvent, je remarque que je me mets souvent sur la table à manger, par exemple, ma table de salon, quand j'ai des tâches administratives à faire, en fait. Et ça marche bien. Donc, j'ai mes petits espaces comme ça qui me permettent de varier et de casser cette monotonie. Voilà. Après, ça peut servir à d'autres. Mais j'aurais tendance à dire vraiment expérimenter, en fait, ces aspects-là. Après, pas avoir peur non plus. Souvent, quand on commence, alors, si on dit pour des personnes plus jeunes dans le métier qui se mettent en remote, la problématique est aussi liée alors à l'aspect jeunesse et alors manque d'expérience d'une manière pas du tout d'une manière péjorative, je l'exprime, mais souvent quand on commence dans le métier en fait, quand on est plus jeune, ben, on doute un petit peu de soi, on a besoin de repères, on est parfois un peu en manque d'expérience et donc on va vite s'imposer des modes de fonctionnement qui vont être calqués par les équipes dont on fait partie ou qu'on fréquente. Et le fait d'essayer de moins douter de soi, de se mettre essayer d'être plus en paix par rapport à cette obligation de productivité, cette obligation de résultat, surtout quand on commence et qu'on est jeune dans le métier, on a besoin d'avoir on n'a pas toujours ces certitudes, on est plein de doutes. Alors je rassure après même avec un peu d'expérience, on a toujours ces doutes, ça continue, ça se résout pas. Mais donc le fait d'essayer de se faire confiance aussi et de se faire confiance dans l'expérimentation. Tant pis si j'étais moins productif une journée. Il y a un truc souvent quand tu vois même chez dans les équipes les personnes plus âgées, c'est un peu délicat quand je parle du Pomodoro et quand je leur dis bah moi je bosse en Pomodoro, on pourrait essayer de faire ça, vous devriez faire ça, c'est pas mal, vous aviez pas l'habitude du remote, ça peut vous aider, etc. En fait moi j'ai tendance à dire, alors je me méfie devant qui je le dis, mais j'ai tendance à dire qu'une belle journée productive, allez, à partir de 10 Pomodoro, pour moi, c'est bien. C'est une belle journée. 10 Pomodoro, c'est 5 heures. C'est rien du tout, en fait. C'est beaucoup déjà. Enfin, moi, je trouve que c'est beaucoup, en fait, déjà. Si tu vas faire 10 Pomodoro plein, effectivement, c'est une belle journée, ouais. Mais souvent, ce que les gens entendent quand tu dis ça, c'est que 10 Pomodoro, ça veut dire que c'est 5 heures de temps, et 5 heures de temps, bah, on est loin des 8 heures. Ouais. Et donc, il y a souvent une confusion. Il faut pas confondre il y a une confusion. Moi, j'ai un regard assez biaisé là-dessus, mais pour moi, une réunion, c'est pas vraiment de la productivité. Pour moi, c'est pas ce que j'estime ce que j'essaye de mesurer, c'est ma productivité personnelle et c'est mon efficacité à me mettre au travail, à produire dans le temps, à faire des bonnes estimations, essayer d'avoir les meilleures conceptions possibles. Et voilà, donc ça, c'est de la productivité. Et c'est souvent du travail qui est très personnel en fait. Et donc j'ai tendance à assimiler ma productivité personnelle à ce travail que je fournis. Les phases de communication dans les équipes, même un daily, c'est pas vraiment de la productivité. Donc je le note, mais je l'estime pas forcément en Pomodoro. C'est pour ça que je le fais figurer dans ma liste. Je mets sur une réunion ou sur un daily, je vais mettre l'heure à laquelle ça m'aide aussi à me remémorer, à rythmer ma journée de demain en disant j'ai des points, attention, truc où je décroche de ma productivité, je pars vers tel type de réunion ou tel autre truc. Et voilà, j'ai tendance à le sortir de ça. Mais c'est assez délicat quand on parle de ça dans une structure auprès du management et autres. Si on leur dit 5 heures de productivité, c'est bien, ça passe mal. En tout cas, dans les entreprises françaises, on n'aime pas entendre ça, quoi, en fait. On s'imagine que 8 heures de présence, c'est 8 heures de productivité. C'est pas... Enfin, j'adhère pas du tout à cette équivalence. Il vaut mieux faire 5 heures de Pomodoro où, en fait, t'es focus à 100% sur ce que tu fais pendant 5 heures que 8 heures, 9 heures ou même 10 heures où en fait tu jongles entre tes mails, Twitter, je sais pas quoi, les appels à quelqu'un, les gens qui t'embêtent tout le temps. Enfin, au final, le temps de productivité sur une journée de quelqu'un qui fait plein de trucs en même temps, il est pas si énorme que ça, quoi. Il est nettement inférieur à 5 heures pures, quoi. Ouais, et il faut surtout sortir tout de suite. Et donc, quand on est jeune, essayer de sortir de cette notion de productivité égale mes 8 heures de présence, mes 8 heures de travail minimum dans une entreprise française. Et essayer de se détacher de ça, et quitte à accepter de merder sur une journée ou sur 2 journées parce qu'on a expérimenté d'aller travailler sur la terrasse d'un café et qu'on t'a rencontré 3 potes et que du coup, on n'a pas su se concentrer et ça, c'est plus délicat. Mais bon, voilà. Mais il faut essayer ça. Il faut essayer, pas avoir peur d'avoir des mauvais résultats et d'être tout le temps dans ce top productivité, ce top résultat. C'est pas possible. Personne ne peut tout le temps être comme ça. Enfin, je pense pas, et puis dans des métiers qui sont des métiers créatifs, comme des métiers de dev, en fait, les 8 heures par jour, ça veut rien dire, parce que 8 heures, ça peut être le temps qu'il te faut pour faire plein de trucs, et puis le lendemain, en fait, t'es bloqué sur un bug, tu passes ta journée, et t'as mal dormi, t'y arrives pas, tu comprends pas, enfin voilà, c'est pas... Tout à fait. C'est pour ça aussi que tu vois, le fait d'exprimer les tâches le soir, en fait, de savoir arrêter s'il y a un bug bloquant avec quelque chose tu t'y vois plus clair en fin de journée,
il vaut mieux le décliner en tâches en priorité pour le lendemain matin. Alors après, d'autres l'ont déjà exprimé. Moi, ça marche très bien aussi pour moi. Je suis beaucoup plus efficace le matin sur des résolutions de problématiques un peu nébuleuses. Donc, je vais avoir l'esprit plus clair. Je vais simplement, mon cerveau va travailler la nuit en fait sur cette problématique. Et le fait d'avoir eu se dire, je vais placer ça, je vais faire ça demain, je vais essayer de voir ce truc-là. Je dors là-dessus et le lendemain matin, j'enquille sur ces tâches-là qui sont beaucoup plus simples, bien détaillées, et accessibles. Et généralement, ça se passe très très bien. Après, je voudrais juste dire aussi un dernier élément pour ceux qui commencent, qui commenceraient à se mettre en remote. J'ai pas beaucoup insisté là-dessus, mais sur les objectifs généraux qui font pas partie de ces listes quotidiennes, mais qui sont plus dans une petite, dans un petit outil de notes quelconque à côté. C'est intéressant de régulièrement revenir là-dessus. Quand on commence et quand on se met en remote, parce qu'on va se mettre en remote pour certaines raisons, ou ça va être imposé, ou on le souhaite. Et tous ces objectifs à plus ou moins long terme, c'est important, mais des objectifs qui sont pas uniquement professionnels, de les repasser en revue régulièrement. Et encore plus régulièrement quand on commence et quand on change d'environnement, de contexte, ou quand on appréhende une nouvelle prestation, c'est très très bon de régulièrement faire le point. Donc de s'interroger, pas se jeter la pierre pour dire « Ah, j'ai pas été productif, etc. » mais vraiment s'interroger sur qu'est-ce qui m'intéresse vraiment, pourquoi ça me déplaît, etc. Pourquoi, j'ai pas été très bon, j'ai mis beaucoup de temps pour réaliser tel correctif, telle réalisation, ce truc. Pourquoi en fait ça m'a bloqué? Est-ce que c'est en accord avec mes objectifs généraux? Qu'est-ce qu'il y a pu, voilà. Et de s'offrir régulièrement des petits temps de réflexion comme ça, encore une fois, des reviews en fait, sur soi-même, mais pas du tout dans une optique de critique, au contraire, dans une optique extrêmement constructive, de se raccorder à ses objectifs quand c'est ça. Et ça permet d'être, encore une fois, d'acquérir un peu plus d'être un peu plus paisible en fait dans son métier, enfin paisible dans le sens moins subir une obligation de résultat, une obligation d'image. C'est très très marqué aussi dans les boîtes de service en fait. On voit beaucoup les personnes, et notamment les jeunes, il faut absolument qu'ils soient top, qu'ils connaissent tout, etc. Mais non, c'est pas possible d'être au top comme ça, et ça n'existe pas vraiment en fait. Et il faut apprendre à être un peu humble et savoir se regarder aussi, ne pas se mettre des objectifs forcément trop hauts, et de se rappeler aussi à essayer de se raccrocher à un certain sens, ou en tout cas une direction qu'on veut se donner, et voilà. Donc de ne pas se pas se faire trop mal, ne quoi. pas avoir peur d'expérimenter, ne pas se jeter la pierre, effectivement ne pas se faire mal, et essayer d'être le plus raccord possible avec ce qu'on aime faire, ce qu'on veut faire, et c'est souvent ce qu'on fera le mieux. Ok, mais c'est vrai que alors pour le coup, je pense que c'est probablement très spécifique au métier de développeur. Le métier de développeur, il se passe beaucoup dans la tête. En fait, on passe beaucoup de temps à réfléchir à des trucs. Et on a toujours, je crois, l'impression de pas aller assez vite, de pas être assez performant, d'être idiot parce que on a passé une journée sur un bug alors qu'en fait il manquait juste un point virgule ou une connerie. Et c'est vrai que ça peut mettre en souffrance psychologique assez vite. Et encore plus quand on est isolé en remote. Probablement quand on est tout seul, c'est probablement encore plus compliqué. Et donc je retiens ton idée des objectifs généraux et des reviews régulièrement. Parce que c'est effectivement très intéressant. Écoute, merci beaucoup Guitou pour cet entretien. Les doutes ne s'effacent pas vite. Ouais. Ça marche, écoute, c'était un vrai plaisir. Et il faut absolument que tu fasses un article de blog avec tout ça, hein, parce que c'est il y a plein d'éléments. Et moi j'ai envie de lire le détail, pouvoir le reprendre et tout ça, quoi. Il faut que tu nous fasses un article de blog là-dessus. Ça me semblait assez personnel, hein. Je pensais que c'était que, mais voilà, c'est juste, encore une fois, c'est de l'expérimentation et d'essayer de trouver son équilibre en expérimentant, mais pourquoi pas. Mais en fait, tu vois, en discutant avec d'autres personnes sur ce podcast et puis en dehors, il y a quand même des grandes lignes qu'on retrouve tout le temps. Les tâches facilement exprimables, c'est quelque chose, je pense, qui est une constante. La routine aussi, c'est une constante. Après, effectivement, il faut expérimenter pour trouver son truc, mais ouais, vraiment, je pense que ça serait très intéressant que tu l'écrives et que tu nous passes les liens. Si tu veux bien me passer les différents liens des différentes méthodes que tu as testées, dont on a parlé dans ce podcast. Comme ça, je les mettrai en description. Et où est-ce qu'on peut te contacter? Je sais que t'es un petit peu sur Twitter, pas très actif, mais est-ce que t'as un blog, un Twitter? Non, j'ai pas de blog. Je suis un très mauvais communicant en fait. Je suis un informaticien, c'est typique en fait. Enfin, un informaticien, tu sais, assez recroquevillé sur sa machine. Et même si j'adore discuter, passer du temps avec les autres, c'est extraordinaire en fait, mais je sais pas bien le faire naturellement. Et donc on peut me trouver. Il faut retenir Guitool.
Gitool, il n'y a pas de site web, ou alors ça va être en construction. Et par contre, il y a Gitool sur Twitter. Alors je communique peu, mais je réponds. J'essaye de répondre en tout cas si on cherche à rentrer en communication avec moi. Après, il y a en retenant Gitool, bah ça marche aussi en mail, donc gitool@gitool.com, Gitool sur Twitter. Ok. Voilà ce que je peux dire. Mais oui, effectivement, j'ai pas beaucoup de publications. Je suis pas. Bah, écoute, je mettrai ton Twitter, dans la description. Et puis voilà. Bah écoute, merci beaucoup pour cet entretien, c'était super intéressant. Ça marche. Et merci à toi. C'était très agréable de discuter avec toi. À bientôt. Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de lui donner 5 étoiles sur iTunes, c'est la meilleure façon de m'aider. Si vous cherchez un emploi full remote, allez faire un tour sur remotefr.com. C'est un job board qui regroupe que des emplois tech 100% remote. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.